Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai sportif, un essai allemand avec la BMW M5 Compétition LCI. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à faire tout de suite activer la petite cloche des notifications. Tu peux aussi me suivre sur mon Insta. Qu'est-ce que c'est la BMW M5 Compétition LCI? Alors LCI en anglais, LCI, Life Cycle... Je sais même plus ce que ça veut dire. LCI c'est Life Cycle quelque chose. En gros, ça veut tout simplement dire que c'est le facelift, la version remaquillée 2020 de la M5 Compétition qui était sortie en 2017 je crois. Voiture que j'avais essayée à Manicourt, sur circuit et sur route. Qu'est-ce qui change par rapport à cette ancienne M5? On a toujours sous le capot le V8 4 litres 4 biturbo de 625 chevaux et 750 Nm de couple. On a toujours une voiture qui fait 4,96 m de long, 1,90 m de large. C'est une berline, mais vous allez voir, il y a des petits éléments nouveaux. Et quel est l'intérêt de cet essai, étant donné que j'ai déjà essayé et que dynamiquement vous allez voir il n'y a pas grand chose qui change, c'est que j'ai pu tester vraiment la concurrence récemment, E63 AMGS, Audi RS7. Alors chez Audi il n'y a pas vraiment de concurrence en face parce qu'ils font plus de RS6 berline, ils font plus que la break. On va quand même pouvoir un petit peu comparer les dynamismes de ces différentes grosses berlines allemandes surpuissantes. Donc qu'est-ce qui change sur cette nouvelle M5? Bouclier avant, phare avant, grille avant. L'avant est vraiment rafraîchi, on a des nouveaux phares full LED et laser avec la nouvelle signature lumineuse en L qui est vraiment très jolie, ça lui donne un regard méchant. Les lasers on les reconnaît avec la petite partie bleue mais comme chez Audi d'ailleurs. Un bouclier un petit peu plus agressif et une grille avant avec des naseaux qui regardent un petit peu vers le bas, tu vois c'est un petit peu orienté vers le bas et elle est hyper méchante. Comme ça rouge et noir brillant, j'adore. Cette nouvelle face avant franchement elle est dingue. Elle est hyper agressive. Ici on a toujours les petits badges compétition. On a des jantes de 20 pouces avec des nouveaux freins, enfin surtout des nouveaux étriers fixes à 6 pistons à l'avant et monopiston flottant à l'arrière. Ça c'est assez étonnant parce qu'on a quand même des très gros disques à l'arrière mais un tout petit étrier flottant. On verra si ça freine bien par la suite. Et l'arrière on a des nouveaux feux 3D, tu vois ils sont sculptés comme ça, c'est très joli, feu 3D à LED. Et on a un diffuseur avec un très bel échappement noir, diffuseur noir brillant avec la partie ici en carbone. Vraiment ce petit diffuseur carbone est super beau et très agressif. On a aussi la petite lame ici en carbone qui était déjà disponible avant. Coque de rétro en carbone. Et ça c'est de série par contre. Le toit en carbone que tu peux avoir en normal si tu choisis le toit ouvrant en verre. On va pas tourner autour du pot, on va parler du prix tout de suite. Prix de base de cette M5 Compétition, 138 850 €. Celle-ci est à 170 765 €. Donc on a plus de 30 000 € d'options. Et dans ces 30 000 € d'options, dans ce 170 000 €, il n'y a pas le carbone extérieur. C'est des petits éléments que tu ne peux pas choisir quand tu configures la voiture, tu les choisis après, c'est de l'aftermarket, tu les achètes après. Et j'ai fait le calcul, il y en a pour à peu près 5 000 € de carbone entre les coques de rétro, la lame avant, le petit aileron arrière ainsi que le diffuseur. Donc on est sur une voiture à 175 000 € avant malus, avant carte grise, évidemment. À l'intérieur, ça change un petit peu aussi. BMW a essayé de rafraîchir un petit peu l'intérieur qui avait 2-3 ans. Donc globalement, c'est la même chose, c'est exactement le même volant avec les touches M1, M2 que tu peux configurer. On a des nouvelles petites palettes en carbone qui sont assez jolies, mais derrière c'est du plastique. Le petit bouton rouge Start and Stop qui la différencie d'une série 5 normale. Et ici un nouvel écran qui est un petit peu plus grand et qui est surtout tactile, qui marche très très bien. Apple CarPlay sans fil, donc Apple AirPlay, je sais plus comment ça s'appelle. Ça c'est génial, ça se configure hyper facilement, gros point fort de ce système. Ça c'est pas évident, surtout qu'il y a plein de boutons, c'est assez loin, c'est un peu caché tu vois quand tu conduis, mais ça marche très bien sans en fait. Ça, cet écran ça reste le même. Ici tu peux recharger ton téléphone via induction ou brancher une petite prise USB. Et ici tu peux brancher une prise USB-C et ranger quelques petites choses. C'est pas mal. Ça n'a pas changé, on a toujours le bouton pour l'échappement, pour les caméras 360 degrés qui fonctionne très très bien.
super système. Levier de vitesse M Sport qui est assez beau, avec du carbone, du noir brillant. Ici, les petits contrôles pour la rapidité de la boîte de vitesse. Ici, on a pu les différents modes de conduite. On a 2 boutons. On a Setup et M Mode. Et honnêtement, je me suis posé quand j'ai récupéré la voiture. J'ai passé 10 minutes, un quart d'heure à essayer de régler les modes. Moi, j'aime bien mettre un mode tout confort, un mode sport et un mode sport extrême au maximum, tu vois. Et c'est totalement incompréhensible. Avant, tu pouvais mettre confort, sport, sport plus, c'était clair, tu vois, et tu avais un mode individuel que tu pouvais configurer toi-même. Là, quand tu appuies sur M-Mode, ça passe de sport à road, tu vois, ça balance entre les deux, et track si tu restes enfoncé. Mais à part l'affichage qui change, je sais pas si ça change quelque chose d'autre. Et quand tu fais setup, là tu peux régler un petit peu tout ce que tu veux, moteur, sport plus, machin, voilà, tu mets ça, châssis confort, direction confort. Mais ensuite, t'as aucune idée de si c'est dans le mode normal ou dans le mode sport. Donc là c'était sport, donc je mets sport plus, sport. Je change de mode, on va dire que je mets en road, je mets setup et c'est resté sport, sport plus, 4 roues motrices. Donc ça c'est vraiment incompréhensible, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais c'est pas du tout intuitif, c'est vraiment pas clair, ça c'est dommage. En revanche, en allant dans le menu, tu peux aller dans car, menu M, là tu peux régler M1 et M2 et là c'est clair. Sport plus, boîte de vitesse, châssis, direction, etc. Là c'est très clair. En revanche, sur les modes de conduite de base, c'est pas clair. Sinon, l'intérieur, c'est très bien assemblé, c'est des beaux matériaux. Les sièges sont vraiment des sièges très enveloppants. Ça ressemble à des sièges baquets, mais ils sont très confortables, très agréables. Ils sont chauffés, ventilés, massants. On a une sono Bowers & Wilkins en option à 3 ou 4 000 € et une planche de bord totalement classique. En vrai, s'il n'y avait pas ici le badge M, les 2 petits boutons M2 et les palettes en carbone, là, ça ressemble à une série 5 tout à fait normale. Faut juste baisser les yeux pour voir ce petit levier. Et c'est, je trouve, toujours le gros point faible des BMW en général, c'est leur intérieur. C'est très bien fini, c'est très bien assemblé, mais on a l'impression que ça a 5 ans en fait. Quand tu regardes les intérieurs des Audi et des Mercedes, c'est 5 ans en avance, c'est futuriste. Ici, le volant, je suis vraiment pas fan. C'est un volant qui a une très bonne préhension, il est très agréable, mais tu vois, tous ces boutons, c'est vraiment pas très joli et il faudrait qu'ils arrivent à faire enfin ce bond en avant de finition intérieure en fait. Ils n'ont pas encore passé le cap du tout digital. À l'arrière, je vais vous montrer, on a de la place pour 3 personnes. On a vraiment de la place, c'est confortable, on peut mettre une 3e personne ici. On a l'option avec les petits écrans, donc on peut regarder, je pense, la télé ou tout ce qu'on veut à l'arrière. Contrôle de clim séparé, vitres surteintées, ciel de toit en Alcantara. La finition est exemplaire. C'est vraiment très bien fini, très grande qualité. Mais tu vois ici, comme chez Audi, on retrouve un plastique qu'on retrouverait dans la moins chère de toutes les BMW qui existent au catalogue. En fait, ils font les choses bien, ils font les choses belles, mais là où c'est un petit peu caché, où on regarde un petit peu moins, eh ben, ils vont pas mettre des beaux matériaux. Sauf que dans une voiture à 175 000 €, je trouve que c'est inacceptable. Petit seuil de porte M5 compétition, ça s'allume, c'est vraiment très joli. Les moquettes M Performance. Le coffre est assez grand pour mettre les bagages de 4 personnes sans problème. Il est assez profond, assez large, bien qu'ici ce soit un petit peu réduit sur les côtés. La sonorité, c'est parti. Là, échappement fermé. C'est beaucoup de basse, ça grogne. J'appuie. On entend un petit clic. La différence est un peu plus de décibels. Il met du temps à redescendre. Mais bon, ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas de rev limiteur à 3000, contrairement à chez Audi et Mercedes. Bon, on commence en mode confort comme d'habitude. Contrairement à la E63 AMG tout de suite, ce qui frappe dans cette M5 compétition, c'est le confort. On a des sièges très enveloppants. Celle-ci, la nouvelle, la LCI, hérite des suspensions de la M8 grande coupée, mais franchement, ça reste très confortable. On sent que c'est des suspensions sport, on sent un peu les aspérités, mais ça tremble pas dans la voiture. Tu vois, si tu passes par-dessus une petite bosse, un petit nid de poule, tu vas l'entendre, mais ça va pas te secouer. Alors dans la Mercedes, vraiment c'était très raide, mais elle avait ces sièges baquets qui, je trouve, jouaient vraiment en sa défaveur. La voiture dispose du système d'aide au parking et de caméra 360 degrés. Ce système est très efficace et très intuitif, il marche bien, on voit bien où sont les angles de la voiture, les roues, etc. Et heureusement, parce que la M5 compétition ne dispose pas des 4 roues directrices, donc c'est quasiment 5 mètres
de long peuvent être un petit peu délicats dans les parkings ou dans les virages un petit peu serrés. Des fois, ça tourne pas aussi bien qu'on aimerait. On a un bel affichage tête haute qu'on peut régler en mode sport avec le contour, le rapport enclenché, la vitesse. Il t'affiche même la vitesse limite. En mode confort, la direction est vraiment légère. C'est assez agréable au quotidien en ville. La voiture n'est pas du tout difficile ou délicate à conduire. Le moteur aussi en mode confort, il est très souple. La boîte de vitesse, on la sent même pas passer les rapports. Ça ronronne un tout petit peu, même en mode confort. Moi, j'ai toujours l'échappement ouvert. Ça fait une petite sonorité, mais c'est très, très, très discret. Franchement, si je devais traverser la France par la route, je prendrais celle-ci sans hésiter par rapport à la Mercedes, que je trouve trop raide. Avec la Mercedes, à mon avis, t'arriverais crevé. Avec celle-ci, t'arriverais bien reposé. Oui, il y a un stop, j'ai vu. Alors c'est un des trucs un peu énervants avec cette voiture, c'est que les systèmes d'aide à la conduite sont très intrusifs. Encore plus que chez la concurrence. Si t'es pas sur l'autoroute ou vraiment sur une nationale avec le régulateur, je te conseille de les désactiver parce que dès que tu vas te rapprocher de la ligne, le volant va vibrer, il va y avoir des petites actions sur le volant qui seront faites par la voiture et non pas par toi. Il y a un bouton, tu peux les désactiver, tout le monde est content. Bon, assez testé le mode normal, on va mettre le mode sport que j'ai configuré ici. 625 chevaux, 750 Nm de couple. On est bon pour un 0 à 100 km/h en 3 secondes 3. 0 à 200 km/h, 10 secondes 8. C'est un TGV. Les freins sont vraiment pas mal. En option, on peut avoir des carbones céramiques qui économisent 23 kg sur la balance. En plus, c'est 23 kg de masse non suspendue. Donc, on aura un meilleur toucher de route. Et cette voiture, cette BMW M5, elle est 4 roues motrices. Elle dispose du système X-Drive qui, comme chez Mercedes exactement, est un système 4 roues motrices intelligent et débrayable. Si tu appuies sur un bouton, elle peut passer en full propulsion. Et comme sur la Mercedes, quand tu es en full propulsion, tu es obligé de tout désactiver, ESP, anti-patinage. Et donc, c'est toi, la machine, et les 625 chevaux sur les roues arrière. Là on est en mode sport, en 4 roues motrices, et je trouve le meilleur mode que j'avais testé à Manicourt sur le circuit, c'était le 4 roues motrices sport, qui envoie une majorité du couple sur l'arrière, tout en gardant un petit peu de motricité sur les roues avant, et quelques aides à la conduite qui t'évitent de t'envoyer dans le mur. Ce qui m'a frappé depuis que je l'ai récupéré, que j'ai fait un petit peu de conduite sport, c'est l'absence totale de remontée d'informations dans la direction. La direction, elle est directe, elle a un poids qui est plus lourd en sport, plus léger en confort, mais c'est tout. On ne ressent absolument pas ce que font les roues avant. On a juste l'impression qu'on donne une information à la direction et ensuite la direction donne une information aux roues. On n'a pas du tout l'impression d'être connecté aux roues via le volant. Ça, c'est dommage. Quand tu la places dans des petites cours, dans des petits virages, c'est pas hyper rassurant. T'es beaucoup moins en confiance que dans la AMG. La voiture dispose du launch control, 0 à 100 en 3 secondes 3. On va faire un petit 0 à 80, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Ça décolle. Et les freins, c'est le système d'origine, mais ils freinent vraiment très très bien. Peut-être qu'au bout de quelques freinages, ils vont un petit peu fatiguer alors que des carbones céramiques auront un petit peu plus d'endurance. Mais là, le freinage, il n'y a rien à dire. On a des gros pneus Michelin PS4S, donc forcément, quand il y a un petit peu de température, une route sèche et des gros freins, les accélérations et les freinages, c'est monstrueux. L'accélération est monstrueuse. C'est un TGV, mais c'est ce que je lui avais reproché aussi, je m'en souviens maintenant, lors du premier essai. C'est trop confortable. Et là en plus on est dans la version compétition, donc on pourrait se dire waouh, ça va être hardcore, mais ça reste beaucoup plus filtré qu'une E63S, beaucoup plus confortable. La boîte, quand tu passes des vitesses, il y a une espèce d'à-coup, mais qui n'est pas un à-coup aussi sympa que dans la MG. Regarde l'à-coup. On dirait que c'est un à-coup qui arrive sur les roues arrière et que si c'était mouillé, ça ferait démarrer un patinage en fait. C'est assez étonnant. C'est pas un à-coup mécanique comme la boîte de la Mercedes. Là, globalement, c'est très bien, c'est très rapide, ça marche bien, mais on n'est pas au niveau de dynamisme et de sportivité de la E63S. On est plus du côté de la RS7 et encore un petit peu plus confortable même que la RS7, je trouve. Niveau sonorité, il y a une sonorité, elle est bien présente.
à l'intérieur. Après, c'est pas la plus belle sonorité que j'ai jamais entendue. Je pense qu'il y en a une partie qui vient des haut-parleurs. Il y a le fait aussi que l'échappement est fapé désormais, donc il y a moins de son qui sort derrière, tout simplement. Mais le son est à l'image de la voiture, beaucoup plus feutré, pour encore citer cette voiture, que la AMG. Mais en même temps, heureusement qu'elle n'est pas pareille, il en faut pour tous les goûts. Si vous voulez vraiment une berline très sportive, prenez la Mercedes AMG. Si vous voulez une berline très confortable avec une puissance de TGV, prenez la M5. Et... ah, le stop, mais oui, je sais qu'il y a un stop, je suis pas aveugle. Un des trucs qui est sympa, c'est que la sonorité dans les tunnels, passé un certain régime, ça résonne bien. Ouais, ça se met à résonner en fait, et là on entend vraiment le son de ce V8 4.4 biturbo. En dehors de ça, on l'entend pas trop. Disons que à bas régime, même dans la Mercedes, l'Audi RS7, on les entend plus. Il y a eu peut-être un meilleur travail sur la sonorité de l'échappement et du moteur, ou alors ici, une conception de la voiture qui s'est voulue plus insonorisée. Mais quand tu prends une M5 compétition, je suis désolé, t'as envie que ça gueule. Et en fait, t'as pas envie de forcément devoir aller à fond à 200 000 km/h pour profiter de la sonorité. C'est ça qui est dommage. Là, faut vraiment lui taper dedans pour que ça sonne. Et en fait, quand tu lui tapes dedans, tu vas très vite, trop vite. La boîte de vitesse, elle est rapide, mais elle procure pas de sensation. Ce que j'avais reproché au Z4 M40i, à la Toyota Supra et à la M5 déjà, c'est l'absence de sensation en fait. On les sent pas passer les rapports à moins d'être à fond, et l'acoup il est pas sain, il est pas agréable en fait. C'est dommage sur une M5 compète de pas avoir vraiment des grosses sensations, une petite claque tu vois au passage de rapport. Là c'est imperceptible. Et dans une série 5 totalement berline normale, taxi entre guillemets, bah c'est ce qu'on voudrait, c'est génial, mais là on est dans une compète. La voiture est vraiment bien suspendue, en mode confort c'est très confortable, en mode sport, voire sport plus, ça reste confortable, mais tu sens qu'il y a un peu moins de flottement. En revanche, peut-être qu'ils auraient peut-être dû durcir un peu plus à l'avant en mode sport, parce que je sais pas, le train avant est pas planté au sol comme dans la Mercedes en fait. Et sur des petites routes comme ça, bah, c'est quand même ce dont on a envie. Il y a quelque chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est pourquoi cette M5 compétition est aussi confortable et pas aussi sport, on va dire, que la concurrence. C'est parce qu'il y a la BMW M5 CS qui arrive bientôt. La CS qui est la déclinaison, l'appellation la plus sportive chez BMW. Les visuels sont déjà sortis, elle est assez folle. Et franchement, je pense que ça va être quelque chose, cette M5 CS. J'espère qu'en termes de sportivité, elle comblera peut-être ce qui manque à cette M5 compétition. Bon, on arrive vers la fin de cet essai. C'est l'heure du bilan. Bilan un petit peu mitigé en fait, parce que c'est une M5 compétition, mais c'est pas aussi sportif que ce qu'on attend. Là où la E63S est vraiment une vraie sportive lorsque t'attaques, ici, on a plutôt une routière exceptionnelle. Vraiment des capacités de faire des longs trajets sans être fatigué sur autobahn, mais sur les petites routes, la suspension est encore un petit peu soft, la boîte est un peu molle, la sonorité est pas aussi rageuse que dans la Mercedes, on est plus dans un TGV que dans une vraie sportive. Après, le look, c'est indéniable, surtout dans cette teinte, il est incroyable. Vraiment, cette teinte rouge avec le noir brillant, c'est juste magnifique. Avec les nouveaux phares, elle a une gueule mais hyper méchante. Quand tu vois ça arriver dans ton rétro, à mon avis, tu te ranges direct. Le look est juste magnifique, je la trouve superbe. Elle a ce qu'il faut de sportivité et en même temps ce qu'il faut de classe. C'est pas too much. Tu vois, une Audi RS7 par exemple, c'est vraiment waouh, c'est too much entre guillemets de A à Z. La Mercedes, bon, pas dans la couleur que j'avais, mais elle est beaucoup plus consensuelle. Celle-ci, je trouve, elle a vraiment le juste milieu qu'il faut. Voilà, maintenant à ce prix-là, avec les options, le carbone, tout ça, on est à 175 000 €. Qu'est-ce que vous prendriez? Plutôt ça ou la Mercedes? J'espère que l'essai de cette M5 compétition LCI vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de BMW qui me reprochaient d'essayer plus d'Audi ou de Mercedes, etc. Mais vous inquiétez pas, hein, je suis pas sectaire, j'essaye toutes les marques, tous les modèles et j'adore les comparer surtout. Très intéressant de voir ce que peut apporter une voiture par rapport à une autre. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.
Ciao.